Salut les yappeurs et les yappeuses, bah écoutez, très très content de vous retrouver comme à l'habitude. Alors pour terminer, cette fois donc sur le sujet de la restauration d'une moto. Alors je vais me permettre très modestement de vous donner 8 conseils pour s'assurer en fait une bonne restauration. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, ça paraît complètement évident, mais c'est de choisir une machine qui est dans son jus. Hein, et quel que soit vos goûts, que vous soyez parti sur une sportive, sur de l'enduro, sur n'importe quoi, sur une mobilette même, c'est de choisir une moto qui est dans son jus et pas s'apeurer de l'état dans lequel elle est quand vous la trouvez. Parce que c'est souvent, je dirais, ça peut faire peur, mais faut pas, je dirais, s'attacher à ça. Faut dépasser ce genre d'a priori. Même si vous n'êtes pas mécano, avec du temps. Voilà. Bon. Le deuxième point qui est important, c'est le budget. Bon, l'achat du véhicule, rare ou pas, il nécessitera, si vous désirez une restauration à l'origine, au moins la même somme que le prix d'achat en pièces d'origine. Les pièces d'origine coûtent horriblement cher, parfois plus donc. Attention donc aux mauvaises surprises. Et souvent, la machine n'est pas en mesure de rouler. Vous ne pourrez pas faire d'essai. Donc vous achèterez uniquement sur la base de ce que vous voyez et sur la base de votre connaissance du modèle. Donc bien se documenter avant tout lire, tout regarder avant d'aller chercher cette machine. Et puis après, savoir effectivement si vous achetez une machine qui est rare, qui est rarissime, qui est courante, une épave qui vaut rien et sur lequel vous allez juste vous amuser, quoi. Voilà. Alors, le troisième conseil que je vous donnerai, c'est un conseil qui est assez simple, c'est le temps. Avoir du temps. Combien de projets en fait sont arrêtés faute de temps? Alors c'est soit faute de moyens, soit faute de temps. Mais le temps, ça joue pour beaucoup, parce qu'en fait, on s'engage dans un projet, et puis on s'aperçoit en fait qu'on n'a pas le temps, quoi. Ça nous prend le temps, ça nous prend la tête. Voilà. Bon, ça c'est essentiel, hein, vraiment, d'avoir du temps, ne pas être pressé surtout. Trouver les pièces d'origine prend énormément de temps, parfois plusieurs mois, peut-être même pour certains des années. En tout cas, moi, pour le GSX-R, là, ça a pris au moins 6 mois en travaillant chaque nuit à la consultation des sites étrangers spécialisés. Voilà, donc j'ai passé grosso modo de 11 heures le soir jusqu'à 3-4 heures du matin, parce que j'appelais des fois les mecs, ou j'envoyais des mails donc au Japon, avec le décalage horaire, voilà. Bon, donc c'est un truc de dingue. Et il faut savoir que donc ça prend énormément de temps. Souvent les pièces, comme vous le savez et vous imaginez bien, elles sont plus disponibles chez le constructeur, ou parfois même le constructeur a disparu. Voilà. Donc là c'est encore plus simple, plus de constructeur. Donc ça va être le marché de l'occasion, ou soit des pièces neuves qui ont été achetées par des gens qui stockent. Donc il faut écumer les sites comme eBay, eBay Monde bien sûr, les sites spécialisés comme cmsnl.com. C'est un site, je crois que c'est surtout sur les marques japonaises, mais lui qui a du stock neuf et qui a vraiment énormément de stock. C'est très cher. Bon, après, il faut voir les sites donc du pays d'origine de votre moto. C'est aussi, je dirais, une source qui vous permettra de trouver les pièces. Bon, le problème est vraiment plus ardu quand la machine n'a jamais été importée en France. Souvent, on s'arrache les cheveux. Quand vous en reste plus de cheveux, c'est embêtant. Quatrième conseil, les amis experts ou professionnels. Alors, vous ne pourrez jamais faire tout seul. À moins que vous soyez un génie de la mécanique, de l'électricité, de la carrosserie, de la peinture, de la sellerie, etc. Donc s'entourer d'experts, c'est vraiment pour moi indispensable. Et en fait, il faut qu'ils aient la même passion que vous, celle de bien faire. Donc des potes qui ont envie de vous aider et qui sont passionnés par le modèle ou par la mécanique ou par l'électricité, ben allez-y quoi.
Et sinon, il faut s'entourer, il faut trouver un petit mécano professionnel qui aime faire le boulot et avec lequel vous entendez sur une enveloppe, en fait sur un budget, on a parlé du budget avant, de restauration. Alors, le conseil suivant, c'est la patience. Voilà, la patience. Euh, c'est le cinquième conseil, c'est la faculté en fait à savoir prendre le temps malgré notre empressement. Une fois que vous avez donc audité entre guillemets ou expertisé votre machine, collecté les pièces après des mois de recherche, établissez un calendrier de restauration, de remontage. Faites les choses dans l'ordre. Si un moteur ne donne plus rien, qu'il est hors service, et les pièces pour le réparer absolument introuvables, forcez-vous à établir des priorités. Ça ne sert à rien d'acheter un feu arrière, même à un bon prix, si votre moto ne roulera jamais. Ça paraît évident, mais bon, autant se le dire et autant se le noter. Le conseil suivant, c'est comptabiliser vos heures. Même si vous désirez conserver votre machine, savoir combien de temps vous avez passé sur la machine vous aidera à savoir si oui ou non, en fait, vous relancerez dans l'aventure. Parce que bon, on peut se lancer justement dans la resto d'une machine et puis s'apercevoir que on dépense des heures et des heures, que ça avance pas et en fait qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Donc autant se noter ça, comme ça permet de savoir si effectivement, oui ou non, on fera un projet de ce type. Bon, ensuite, ça vous permettra aussi de calculer approximativement, hein, parce que vous n'êtes pas payé pour faire ce que vous faites, hein, c'est pour votre hobby, quoi. Mais ça vous permettra de calculer aussi approximativement le coût réel de votre machine. Vous aurez le prix d'achat, le prix des pièces, la main-d'œuvre, les coûts administratifs, les frais de transport, etc. Si vous faites comme ça, en fait, vous serez parfois très très surpris du coût total de votre acquisition. Pensiez faire une bonne affaire, puis en fait, c'est pas du tout une bonne affaire, c'est un gouffre. Et vous foutez tout votre pognon là-dedans et vous en sortez pas, quoi. Bon, même si, comme on dit souvent, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, en fait, il faudrait savoir compter. Le septième conseil que je vous donnerai, c'est chercher la documentation d'origine, manuel de réparation et d'entretien, les catalogues de constructeurs, les anciennes revues françaises ou étrangères, peu importe. Ça pourra vous être vraiment très très utile dans le cadre d'une restauration. Bon, là, dans le cadre du GSXR, un exemple concret, on a vidangé, restauré, remplacé certaines pièces du circuit de refroidissement, la pompe à eau, en l'occurrence, toutes les durites, etc. Bon, et la machine, quand même, quand on l'a mis en route, il y avait un problème de fuite via la durite de vidange en fait, du liquide de refroidissement. Donc, on allumait la machine, on l'avait montée en température, ça prenait une bonne demi-heure à l'arrêt. Et puis, en fait, dès qu'on éteignait, ça vidangeait tranquillement, mais sûrement. Par terre, donc avec un problème de fuite, donc qui était pour nous au début insoluble, pardon. Donc les durites, hein, tout était neuf, c'était bien connecté, donc vous regardez tout, vous regardez, vous dites merde, est-ce que c'est pas la pompe à eau que j'ai changée qui fait ce problème-là? Mais non, ça vient de votre durite de vidange. Le radiateur, il était nettoyé, donc bon. Alors la fuite, en fait, à chaque mise en chauffe, hein, elle était systématique. Voilà. Et en fait, il s'agissait d'une véritable connerie, excusez-moi le terme, mais tout simplement du bousson, du bocal de liquide de refroidissement qui n'était pas mis en place correctement et dans le bon sens. En fait, il était bien posé, il fermait bien le petit réservoir, le petit réservoir de liquide de refroidissement. Je ne parle pas du radiateur, hein, bien sûr. Mais en fait, le bouchon n'était pas tourné dans le bon sens. Et en fait, le tourner dans le bon sens, ça suffit à résoudre la panne. Car en fait, le sens de circulation du liquide dépendait de la bonne mise en place de ce bouchon. C'est tout con. Mais c'est en regardant la revue technique originale, donc en japonais, hein, tout était en japonais, donc là, j'ai pas traduit, mais j'ai regardé comment ça circulait. Il y avait des vues de haut, de face, de profil.
Donc avec de nombreuses illustrations, ça m'a permis de comprendre comment était construit l'ensemble du système, et donc de le réparer tout simplement. C'était con, mais c'était tout simple. Bon, l'anglais est souvent de mise quand on veut accéder à des documents sur une machine. Il y a pas mal de sites effectivement anglophones. Nous, on a beaucoup de machines en France, mais on a des forums. Mais bon, en Angleterre ou en langue anglaise, on trouve effectivement beaucoup de choses. Donc, il va falloir user de Google Trad et de DeepL. Alors, DeepL, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est bien meilleur que Google Trad. Google Trad, en plus, vous êtes tracé de tous les côtés. DeepL, c'est pas tout à fait la même chose. Et le sens avec DeepL est bien meilleur qu'avec Google Trad. Bon, enfin, pour terminer, donc, sur la partie resto et sur la partie conseil, avec le 8e et dernier conseil, si votre machine est rarissime, alors bien sûr, bon, les forums spécialisés, comme je disais, ils sont super importants, même s'ils sont encore une fois en anglais pour certains. Pourquoi pas aller voir s'il existe toujours le constructeur. En Italie, alors là c'est plus simple, même si ça fait de la trotte. Mais aller visiter le pays d'origine de votre machine, ça peut être pas mal. Bon, c'est sûr que quand c'est au Japon, ça calme, parce que ça peut être très cher, et ça fait un sacré coup, ça fait du temps. Voilà, bon, alors, quand je vous le disais, quand on aime, on compte pas, ou si peu, bon, là on peut se mettre à compter quand il s'agit du Japon. Bon, enfin, une fois la machine restaurée, il sera sans doute nécessaire de faire appel à un expert. Alors je sais bien que ça peut faire peur, parce qu'il y a des gens qui disent « Waouh, ça va coûter cher ». Bon, vous en connaîtrez sans doute plus que lui sur votre machine, sur son historique, sur sa rareté. Mais en fait, il pourra, grâce à son expertise, moi j'ai un exemple concret, là, j'ai demandé à un expert de faire cette démarche là, ça coûte 200 €. Bon, c'est intégré dans le coût, dans le prix de la machine. Et lui, ça lui permet ça permet de valider un prix en fait, ou de proposer une valeur à la machine. Donc là, il faut bien penser à conserver toutes les factures. Et ça vous permettra surtout de faire assurer votre moto à sa juste valeur, validée par un expert. Ce qui vous permettra d'être remboursé à cette valeur et non à une valeur bien moindre en cas de problème. Parce que vous le savez bien, quand il y a un problème avec une machine, les assureurs, ils ont tendance à regarder le bon coin. Voilà. S'ils ne trouvent pas votre machine sur le bon coin, ils y vont un peu à la louche. Donc si vous avez un expert qui est passé par là et avec qui vous avez fait voir tout votre process là, de restauration, les factures, les heures passées, tout ce que vous avez, ça vous permettra de pas de perdre d'argent si vous arrivez à un truc avec votre machine rembourrée. Bon les gars, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne restauration si vous avez envie de le faire, et puis n'hésitez pas à vous lancer dans ce genre d'aventure, c'est vraiment marrant. C'est marrant, et puis et puis ça vous fait chercher, ça occupe quoi. Allez, salut, ciao à tous.